2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur et la vérité, vous suivez Décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 18 juin 2017 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Bédel Baouna, cette semaine, la semaine dernière, en fait, on a vu ces hommes qui sont venus d'Afrique, réunis à Berlin. Ça s'est passé le 12 juin autour de la chancelière Angela Merkel pour un mini-sommet concernant l'Afrique. Bédel Baouna, c'est quoi exactement cette manifestation où on a compté les grands absents, mais on reviendra tout à l'heure. Oui, il faut rappeler que c'est en tant que présidente du G20 que la chancelière Angela Merkel a convié à Berlin 9 chefs d'État africains. La majorité d'entre eux sont francophones. Alors le but c'était de parler du partenariat G20 Afrique et de plancher sur la manière d'investir dans un avenir en commun. Et ce, à un mois du sommet du G20 qui aura lieu à Hambourg le 7 et le 8 juillet. Alors, sauf que Bédel Baouna, on a quand même eu affaire à des expressions un peu bizarres. Hein. Ces hommes qu'on a vus là étaient au départ triés sur le volet. Et à la fin, on nous dit, non, le trier sur le volet, c'est une chose. Mais en fait, parce que leur pays présente de meilleures performances économiques, Bédel Baouna. Est-ce que cela tient quand même? Oui, il faut relever aussi que la majorité du contingent africain était composé de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait Ibeka, le président du Mali, Ouattara, Côte d'Ivoire, Macky Sall, Sénégal, et puis qui d'autre encore, le Rwanda un peu plus loin, Ouattara aussi, oui. Bien sûr. Bon, est-ce que fallait-il y voir, comment dirais-je, un privilège accordé à la CEDEAO plutôt qu'à la communauté des États de l'Afrique centrale, puisque l'Afrique centrale était absente. Mais il y avait un peu M. Kagame qui était là. M. Kagame, c'est l'Afrique de l'Est. Oui. Elle est pas. Mais en tout cas, les critères de sélection ont quelque peu semblé incongrus, si vous le voulez, des performances économiques. Oui, bien bon. Mais quel est ce pays africain qui est performant aujourd'hui? Lequel? À quelques exceptions près. Je ne pense pas. Donc, je crois qu'il faut aller trouver la raison ailleurs. La raison de cette sélection, de cette sélectivité était peut-être politique, cher ami. Alors, Bédel Baouna parlait des sélectivités politiques, et pourtant, on peut quand même aujourd'hui plaindre les gens qui étaient là. Rappelez-vous de vos grands frères, par exemple, Macky Sall. Très souvent, Bédel Baouna, avant que je ne vienne sur ces hommes qui étaient là, vous avez toujours taxé en fait les présidents actuellement en exercice dans beaucoup de pays africains des tripatouilleurs. Alors là, vous avez aussi des grands tripatouilleurs, des tripatouilleurs célèbres comme votre général Al-Sisi, maréchal Al-Sisi, que vous admirez souvent dans cette affaire de l'Égypte. Il y avait aussi Kagame qui lui-même a été investi il y a quelques jours. Hier, samedi. Ben, voilà, n'oubliez pas M. Ouattara aussi, hein, qui était là, lui-même aussi un tripatouilleur en chef, sans oublier Ibeka, Ibeka qui lui s'arrange pour rester au pouvoir. Alors, vous voyez quand même qu'on dit sélection politique. Donc, et sans oublier Alpha Condé qui malmène aussi la démocratie. Ah, tout à fait. Donc, vous comprenez qu'il y a bien des gens qui auraient pu avoir leur place là, comme le président Denis Sassou Nguesso. Lui, vous le qualifiez sur les tripatouilleurs. Or là, vous avez plus de tripatouilleurs que lui. Il pourrait avoir place. Or là, il a été ignoré. Je pense quand même que c'est une faute sur le plan diplomatique pour Mme Merkel. Une faute pour Mme Merkel, je ne sais pas. En tout cas, il faut convoquer la subjectivité quand même de ce choix. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur Sassou, selon les informations que j'ai eues, a presque pleuré. Il aurait en tout cas aimé être à Berlin, s'afficher aux côtés de Mme Merkel, mais là, hélas, il n'était pas là. Oui, il s'est dit affiché au monsieur. Et il espérait sur une taupe. Oui. Parce que le problème de Sassou, quand il y a un sommet, une réunion quelque part, qui regroupe les chefs d'État africains et avec leurs homologues européens, et qu'une réunion à laquelle lui n'est pas convié, son but, son obsession, c'est d'avoir des informations sur ce qui s'est dit sur lui.
Mais là, apparemment, il n'y avait pas une taupe qui puisse le renseigner. Puisque, entre-temps, il avait voulu faire du président de la Guinée-Bissau sa taupe. Lui non plus n'était pas là. Que s'est-il passé? Eh bien, la CEMAC, puisque je rappelle qu'il n'y a eu aucun chef d'État de l'Afrique centrale. Non, rien. Ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Que travailler davantage, se faire violence, s'ouvrir, libérer le pouvoir. Pourquoi ne s'en font-ils pas? Pourquoi ne quittent-ils pas le pouvoir? Et vous aurez remarqué que la majorité des présidents qui étaient à Berlin lundi dernier sont parvenus au pouvoir par l'alternance. Au contraire des présidents de l'Afrique centrale. Quand on prend Biya, Ali Bongo, Sassou, Idriss Déby, ce sont non seulement des tripatouilleurs, mais des putschistes. Donc je crois que ce choix aussi, cet élément a dû présider à la sélection faite par Madame Angela Merkel. Il avait quand même là un homme que vous admirez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est M. Al-Sisi. Or, M. Denis Sassou Nguesso, c'est quand même le patron aujourd'hui du Haut Comité de l'Union africaine. Hein, sur la Libye. Sur la Libye. Rien que par ce statut, il aurait dû être là. Oui. Mais le problème est que en Libye, là non plus, M. Sassou n'est pas incontournable. C'est M. Sisi qui est incontournable en Libye. Eh oui. Et avec l'Algérie. D'ailleurs. Donc, du coup, M. Sassou doit revoir sa copie. Il doit se dire que finalement, je ne sers à rien, je ne suis pas incontournable. Tout a une fin. Et c'est la fin. Et c'est dommage que l'opposition n'ait pas pu prendre quelques critiques, quelques moqueries, quelques railleries sur cet isolement, en fait, dont sont l'objet les tripatouilleurs ou les roitelets de l'Afrique centrale. Alors, on a parlé de l'opposition. L'opposition aujourd'hui, elle a d'autres préoccupations. C'est d'abord assister avec un air plus ou moins rigolard sur la guerre, en fait, Jidéo Nyangambala. Voilà. Donc j'attendais que vous finissiez parce que Nyangambala, vous le connaissez assez bien. Alors, Bédé Baouna, c'est quoi cette nouvelle affaire finalement? Ça soit dire beaucoup de choses. Le comité international Leboud, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui se retrouve avec une affaire avec deux personnalités qui sont très très proches de lui, qui se retrouvent en confrontation. On se pose la question, Bédé Baouna, comment cela va-t-il se terminer cette guerre Nyangambala-Jidéo? Monsieur Makosso, bien malin, celui qui pourrait nous prédire l'avenir. Que se passe-t-il? On est dans la guerre Nyangambala-Jidéo, dans ce que l'on appelle en narratologie le point de vue externe. C'est-à-dire, on a les personnages qui sont là, on ne nous montre que l'extérieur, mais pas l'intérieur. Nous ne savons pas ce qui va se passer, quelles sont leurs intentions. Quoi qu'il en soit, la guerre que se livrent ces deux gangsters, ces deux voyous, ces deux criminels notoires, prend en otage le Congo. Et le débat de fond est parasité. Ici ou là meurent des gens, de faim, de maladie, ici ou là les droits de l'homme sont bafoués, et toute la tension est portée sur cette guerre entre mafieux, entre sanguinaires. Oui. Elle n'est pas inédite, elle date de longtemps. Je vous avais expliqué ici qu'une fois, Jidéo, dans son intention de supprimer Nyangambala, le général à la barbe hirsute, avait corrompu l'une de ses maîtresses pour l'empoisonner. La maîtresse ayant tremblé, il s'est rendu chez quelqu'un, une personnalité que nous connaissons bien, vous et moi, pour aller s'expliquer. Nyangambala était sauvé. Bien. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette guerre, et d'ailleurs, les réseaux sociaux, la profusion des pages Facebook sur le Congo parasite aussi le débat et contribue aussi au flou. On ne sait plus qui dit quoi. Notamment des pages même animées par certains pseudo-hommes politiques dont je croyais qu'ils étaient peut-être un peu avisés. Non, rien. Et pour revenir vraiment à cette guerre qui ne date pas d'aujourd'hui, je ne sais pas quelle pourrait être l'issue. Qui va l'emporter, je ne sais pas. Nyangambala a été convoqué par votre ami Okungakala le 14 juin dernier au tribunal. Il n'y est pas allé. Il a fait le dos rond. Mais quelle sera la suite? Va-t-il subir le sort de Marcel Nsourou? Je ne sais pas. Est-ce lui vraiment qui informe Ntoumi? Est-ce Nyangambala qui, au final,
contribué à exécuter les miliciens que Sassou et Nyangambwala eux-mêmes envoyaient dans le pool. Parce qu'il y avait plusieurs zones d'ombre. J'avais émis des doutes sur ce plateau même, en disant que, mais on est en train de taxer Ntoumi de terroriste, mais pourquoi ces maisons ne sont-elles pas détruites? J'ai reçu des retours. Oh, comment pouvez-vous dire cela? Mais oui, moi, je veux bien que Ntoumi participe de cette lutte, de cette résistance. Mais encore faut-il qu'il soit sincère. Mais pourquoi ces maisons ne sont-elles pas détruites, comme ils le disent? Et ce qui a mis aussi le feu aux poudres récemment, c'est l'incendie des 3 bus vers Mayama, là-bas, d'Océan Transport. Moi, je me suis dit, mais dans une région assiégée, en insécurité, comment un opérateur économique, aussi vorace soit-il, peut-il se permettre de faire passer 3 bus dans cette partie du pôle assiégé, en insécurité? On me fait comprendre que oui, mais malgré les bombardements, malgré les saccages, malgré les tueries, les bus continuaient à passer. Je dis, ah bon, bon, maintenant venons aux militaires tués, aux 2 militaires qui étaient en civil. Alors, comment se fait-il que dans un bus peuplé de voyageurs, que le tireur n'ait visé que ces 2 militaires-là? Et comment savait-il qu'un tel qui était en civil était un militaire? Je me suis dit, non, il y a un problème. Ce ne sont pas les partisans d'Ntoumi qui ont exécuté ces militaires ou bien qui ont incendié ces bus. Et pourtant, donc là, on a vu sur les réseaux sociaux des revendications à Bidel Baouna. Oui. D'ailleurs, je crois que les partisans de Ntoumi ont apporté un démenti. On dit, non, 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 c'est pas nous. Donc, la guerre Nyangambwala, JDO, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais il y a aussi un autre point qui me taraudait en fait, une interrogation qui trottait dans mon esprit. Il y a un an, au départ de cette guerre, JDO s'y opposait. Oui, d'après mes informations, et j'en suis convaincu, et j'en ai les preuves. JDO disait à Nyangambwala, on leur a volé la victoire, on ne va pas leur infliger la mort. Nyangambwala, un sanguinaire, un criminel notoire, aguerri, y est allé. C'est lui qui y allait. Mais alors, comment se fait-il qu'il se soit retourné ou bien joué un double jeu? Mais dans quel but? Dans quel but? Et c'est ça, moi, qui me préoccupe. Si les révélations du troubadour, puisque c'est le troubadour qui a rapporté ces révélations, sont avérées, mais la question légitime que l'on doit se poser est celle de savoir, mais pourquoi M. Nyangambwala était-il le Donatien Mayele, ce fameux général de la RDC qui avait été exécuté le jour où Mobutu partait quitter le pouvoir? Alors pourquoi a-t-il des ambitions présidentielles? Moi-même, j'ai écrit un article, d'ailleurs, je m'en excuse auprès de mes lecteurs, j'ai été emballé, mais je crois que face à la complexité du problème du pôle, il faut raison garder et que cela nécessite des analyses affinées. Donc, il ne faut pas y aller de façon légère. Mais dans quel but? Quelles sont les raisons qui président au comportement de M. Nyangambwala? Ça, je ne saurais vous le dire, cher ami. Mais quoi qu'il en soit, la guerre Nyangambwala JDO a pris en otage le Congo. Et ça, c'est pas acceptable. Ça, il faut le dire. Est-ce que le premier otage, c'est pas ça celui-là, Bidel Baouna, puisqu'aujourd'hui, il y a un homme qui est quand même au cœur. Mais Sassou est un homme, seul. En fait, Sassou, on est comme, vous voyez, le fameux roman de Garcia Marquez, un chef-d'œuvre littéraire, l'un des romans du XXe siècle, 100 ans de solitude. Sassou a toujours été seul dans son règne. Sassou ne s'entoure que de ceux dont il a l'assurance de manipuler. Et comme petit à petit, les passagers commencent à quitter le navire, ou bien ses sbires, ses affidés aussi commencent à y voir un peu plus clair, Sassou devient de plus en plus seul. Il est seul. Il a toujours été seul. Et il le restera. Mais je crois que c'est la fin. Mais la fin, vous savez, peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. L'Empire romain a mis 5 siècles avant d'être éteint. Ouais. Donc, il faut espérer que ce monsieur Sassou puisse partir le plus tôt possible. Quand on sait que parmi les deux, l'un a des relations familiales directement avec Denis Sassou Nguesso, l'autre sans doute aussi. Maintenant,
comment est-ce que la famille, elle, se retrouve là-dedans? Est-ce que, la dernière fois, vous avez parlé aussi des guerres entre les Nguesso et les Sassou. Est-ce qu'on se retrouve plus ou moins là dans des affaires d'abord familiales qui éclatent au grand jour? Ces fameuses, je dirais, dissensions, vous avez déjà nommé déjà en début d'année, on avait déjà parlé que entre les Nguesso et les Sassou, et aujourd'hui on le voit maintenant, Nyangambwala, JDO. Je crois que la famille aura tort de se mêler de cette guerre. Bon, il y a déjà un membre de la famille, mais Sassou aussi, pour vous nommer directeur de la garde républicaine, qui assure la sécurité, sa sécurité, puisqu'il est obsédé par sa sécurité, il faut que vous ayez aussi un lien de parenté, oui, ou bien un lien de sang, consanguin. Je pense qu'ils sont de la famille. Mais bon, maintenant, comment cela va-t-il se terminer? Est-ce que la famille a-t-elle intérêt, la famille, les enfants, les filles, les cocos, les kikis, les kwakas, ou bien c'est pas quoi là, les kwakou, est-ce que vont-ils se mêler de cette guerre? Ça, ils sont adultes, c'est à eux d'y réfléchir. Mais d'ores et déjà, cette guerre a fait déjà une victime. C'est Edgar Nguesso, qui a été éclipsé, dont on n'entend plus parler. Oui. Parce que là, ça devient la guerre des grands criminels. Si lui-même, Edgar Nguesso, était un criminel financier, mais là, il y a une hiérarchie des criminels, oui, des gangsters. Voilà, si c'était un voyou, donc Edgar Nguesso, on est arrivé au top, là. Au top, là, des gangsters, des gens qui n'ont aucune limite dans la tuerie, oui, dans l'exécution sommaire. Ah, oui, ici, vous avez déjà relevé aussi la guerre JDO-Kiki. Vous l'avez déjà évoqué ici il y a quelque temps. Bon, est-ce qu'il pourrait y avoir justement des alliances contre nature? Est-ce que M. Kiki soutiendrait-il le barbu? Oui. Cela pourrait être possible et pourrait participer aussi d'une stratégie. D'autant que M. Kiki a imposé à son père d'adjoindre un espion auprès de l'équipe des sbires de JDO. C'est-à-dire le directeur général adjoint de la police, c'est Kiki qui l'a fait nommer. C'est Kiki qui l'a fait imposer. Donc là, il est toujours là, il veut exister dans cette guerre. Bon, est-ce que Edgar Nguesso soutiendrait-il Nyangambwala, de temps que lui-même aussi est un militaire, un colonel de l'armée? Quoi qu'il en soit, cette famille ne sortira pas vraiment, comment dirais-je, réconciliée à l'issue de cette guerre. Peut-être qu'il n'aura pas de fin. Et cette guerre aussi qui pourrait précipiter justement leur chute. Si leur chute devait intervenir en 2061, je crois que là, avec cette guerre, elle pourrait vite intervenir. D'autant que Nyangambwala n'est pas n'importe qui non plus. Il doit avoir ses éléments. Et ça peut s'éclater facilement. On a dit la même chose pour Ntsuru, on a dit la même chose pour... Mais Ntsuru n'était rien, c'était un naïf, Ntsuru. Oui. C'était un pauvre type, c'est tout, Ntsuru n'était rien. Il avait 500 ou 300 hommes avec des finkila là, qui étaient même dans son domicile. Il ne pouvait pas tenir longtemps face à l'armada dont disposait Sassou, jusqu'à présent. Alors, comme vous parlez des finkila, il y a bien un homme qui a des finkila, c'est M. Ntoumi. Une guerre peut en cacher une autre, et celle-là qui est déjà déclarée depuis quasiment une année, c'est celle entre M. Ntoumi et Sassou Nguesso. Alors certains, est-ce qu'on peut dire que la créature a-t-elle échappé à son créateur? Parce que vous l'avez toujours soutenu ici, que Ntoumi est bel et bien une créature de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, M. Ntoumi prend ses libertés et veut être un homme, je dirais, libre face à son créateur. Cher ami, j'aime bien cette question, de la manière dont elle est formulée. Et je dirais que non, Ntoumi n'est pas né ex nihilo. Ntoumi est une création ex materia. C'est-à-dire, il est né de quelque chose. C'est-à-dire, il a été créé de toutes pièces via Pierre Oba. C'est Pierre Oba qui crée Ntoumi, et avec l'aval de M. Sassou, pour des raisons que chacun sait, pour concurrencer M. Bernard Kolela dans le pool. Bien. Alors, M. Ntoumi a-t-il échappé à M. Sassou? Permettez-moi, si vous le voulez bien, de convoquer un autre roman, chef-d'œuvre, paru en 1818, de Marie Shelley. Le roman intitulé Le monstre de Frankenstein. Que se passe-t-il? La trame, la voici. C'est le savant Victor Frankenstein qui crée un monstre. Le monstre, petit à petit, apprend à vivre. Mais seulement, ses contacts avec les humains se passent mal. Il est rejeté de toutes parts car il les effraie. C'est exactement comme tout. Et même son créateur l'abandonne un moment. Mais un jour, la créature
et le créateur se retrouvent. Que va-t-il se passer? C'est comme Ntoumi, le monstre créé par le savant. Dans le laboratoire de M. Denis Sassou Nguesso est né justement un monstre politique qui est Ntoumi. Seulement, M. Ntoumi apparaît, donc Ntoumi Frankenstein, apparaît aux yeux de M. Sassou comme un épouvantail. Donc il peut agiter à tout moment. Un monstre. Un épouvantail, non pas contre lui-même, M. Sassou, mais contre son clan. Puisqu'il ne vous a pas échappé que le pouvoir de M. Sassou est abstrait et conceptuel, c'est-à-dire basé sur l'idée de domination du clan. Et que M. Sassou se sert de Ntoumi comme épouvantail au-dessus de son clan. Il leur dit, vous ne me soutenez pas, ou bien vous ne soutenez pas mon fils, voici ce que Ntoumi va vous faire. Et là, on revient en arrière. Ce que nous avons dit ici, nous avons évoqué que Ntoumi, finalement, pourrait être en lien direct avec Sassou lui-même via Nyangabwala. Est-ce que dans ce cas, Sassou ne liquiderait pas Nyangabwala? Parce que sinon, il le dénoncerait. Ntoumi, je vous ai dit ici, que ne renversera pas M. Sassou et que Sassou ne liquidera pas M. Ntoumi. Dans le roman de Marie Shelley, Le monstre de Frankenstein, la chute est macabre, puisque la créature tue, se venge de son créateur. Pourquoi m'as-tu créé? Il le tue. Est-ce à dire que Ntoumi va renverser M. Sassou, par métaphore, ou bien que, non, je ne pense pas, Ntoumi n'a pas les moyens de renverser M. Sassou. Quelle est cette guerre qui n'avance pas, qui n'a lieu que dans un périmètre donné et qui n'avance pas? Jamais Ntoumi n'a revendiqué un village tombé ou un endroit tombé. Jamais. Ils sont sur place depuis un an. Donc, il ne s'agit plus d'une guerre. Ni les forces publiques non plus. On ne revendique pas en disant des territoires. On ne revendique pas. Or, quand Kabila avait mené son offensive, tout en ayant une taupe auprès de Mobutu, en l'occurrence le général Donatien Mayele, Kabila avançait. Jusqu'au jour où Mobutu... aux portes de Kinshasa. s'est enfui. Oui. Mais Ntoumi est là, comme statique, comme statifié. Quelle est cette guerre qui n'avance pas? Donc là, il ne s'agit plus d'une guerre, d'une résistance. Et c'est là où je dis que Ntoumi n'a pas les moyens de renverser Sassou. Tout comme Sassou n'a pas envie de liquider Ntoumi. Si Sassou a envie de liquider Ntoumi, il le fera en 5 minutes. Cher ami, Sassou n'est pas n'importe qui. Il est milliardaire, les richesses du Congo lui appartiennent, il a les moyens de payer des mercenaires, de ceci. En 5 minutes, il encerclera Ntoumi, ils l'abattront. Mais comme Ntoumi aussi a un but de lui-même, il n'acceptera pas qu'il soit capturé, il se tirera une balle dans la tête. Donc cette guerre doit arrêter parce que d'un côté comme de l'autre, il se moque des Congolais. Oui, ça il faut le dire, je ne suis pas ntoumiste, ou ntoumien, je ne le deviendrai jamais tant que je serai vivant. Je ne suis pas Sassouye, surtout ça, là, jamais. Mais l'on est en train de se moquer des gens. C'est là où peut-être Madame Mounari, j'emploie une litote, n'a pas eu tort de dire sur RFI que Ntoumi est aidé par une aile de l'armée. Mais comme c'est une femme politique, et c'est là où elle manque de talent politique à un point qui n'est pas croyable, elle n'aurait pas dû le dire. Parce qu'un homme ou une femme politique, c'est celui ou celle qui s'accommode du moyen. Car il se pose la question en politique éternelle de la fin et des moyens pour prolonger notre dernier décryptage qui remonte à 3 semaines, cher ami. Alors, Bédel Baouna, quand on vous entend, on se dit, ben, tiens, finalement, comment on en sortira? Aujourd'hui, si vous expliquez qu'il y a comme ça, comme une relation incestueuse, sinon, Ntoumi qui sort de la main de Sassou, comment est-ce qu'on en sort quand on voit la manière dont cette crise est en train de s'enraciner dans le paysage politique, social et économique congolais, Bédel Baouna? Oui, mais ça... qui a intérêt d'avoir ce pays s'appauvrir? Ça, il faut poser la question aux usagers de Facebook qui ont des informations sur Ntoumi et sur Sassou. Les informations parfois, ou bien des rumeurs, je veux dire. Il faut leur poser la question. Pourquoi vous la posez à moi? Moi, je ne sais pas, moi. Mais vous avez eu un langage assez logique. Moi, je ne crois pas en cette canonisation ou en cette béatification de ceux qui résistent à Sassou. Parce que entre-temps, il était avec Sassou et soudainement, il se retire. Là, actuellement, Nyangabwala devient le chouchou des usagers de Facebook. Oui. Moi-même, j'ai failli succomber à
Je l'ai dit, j'ai écrit un article aussitôt, mais avec le recul d'ailleurs, je demande mes excuses à mes lecteurs, à ceux qui ont lu. Je me suis dit non. Cette situation exige des analyses approfondies, affinées. Il faut faire attention. Et d'ailleurs, ce que nous disons sur Internet ou sur Facebook n'a aucun impact sur les Congolais. Vous savez pourquoi? 9,9 Congolais sur 10 n'ont pas Internet. Donc, et c'est pas seulement le câble sectionné quelque part dans le golfe de Guinée là-bas qui va, non, ça n'a aucune importance. Non, ça, il ne faut pas y parler, c'est récurrent. De toute façon, Internet, les Congolais n'ont pas Internet. C'est le bourgeois, c'est les hommes riches. Donc, ça n'a aucun impact. Donc, cette guerre parasite le Congo. Oui. C'est, on dirait même un contre-feu pour détourner les Congolais de vrais problèmes. Il y a le problème de la santé, problème de l'éducation, problème de la culture, des gens qui meurent, des gens qui ne savent pas lire, les gens mangent de la graisse, de porc. Donc, comment? Certes, il faut lutter pour chasser Sassou, mais il ne faut pas jouer avec le feu. Jamais. Et si le combat de M. Ntoumi est sincère, il doit le dire. Il doit le dire. Oui. Je le dis 3 fois. Si je comprends bien, vous n'êtes pas Ntomifié. Ah non, non, là, c'est certainement pas. Vous savez que j'ai qualifié Ntoumi ici de gangster. Donc, moi, je ne tends pas ma main à des gens dont je sais qu'il a été partie prenante d'une guerre. Et idem pour le triangle des Bermudes que constituait, ou bien qui constitue encore, puisqu'il y a l'un qui est parti, mais dont les enfants sont là. Donc ce fameux triangle des Bermudes incarné, représenté par Sassou, Lissouba, collé là. Il y a un qui est parti. Quand les deux autres, quand Sassou partira, ceux qui l'accompagnent doivent monter dans l'avion avec eux. Donc je veux dire l'UPADS, la secte PCT et le syndicat des féticheurs, le MCDDI avec le nouveau parti créé Yuki, ou c'est pas quoi, là, moi, le Yuki, ils devront monter dans l'avion. Même s'il faut emmener la tombe même de Bernard Kolela avec eux, ils devront l'emporter. Comme ça, on n'en parle plus. Parce que c'est un triangle des Bermudes qui fait mal au Congo. Aujourd'hui, Ntoumi aussi devra partir avec eux. Dans Air Makana peut-être. Oui, ils pourront prendre cet avion-là et aller avec eux, cher ami. Voilà, on a quelqu'un qui ne prendra pas l'avion, et je pense que cette fois-ci vous serez sincère, Bédel Baouna, dans vos propos, c'est Madame Mounari. Oui. Alors, Madame Mounari, vous l'avez peut-être étrié ici, mais bon, je comprends très bien, c'est le cas de vos envolées. Madame Mounari, Bédel Baouna, je pense que vous l'avez admirée, cette brave dame, debout, avec des hommes qui l'accompagnaient, tenant en fait cette banderole, marchant droit dans Brazzaville, sans avoir demandé la permission de personne. Vous connaissez beaucoup d'hommes à Brazzaville, peu l'ont fait, peu l'auront fait. Heureusement qu'on a là une dame qui est la patronne de l'opposition congolaise, IDC Frocade CJ3M, qui a défilé, qui a marché sur Brazzaville le 8 juin dernier. Bédel Baouna, je pense que cette fois-ci, un grand cocorico pour cette dame que vous avez souvent sous-estimée, et en même temps, c'est une manière de vous dire, voilà, l'opposition congolaise, vous avez dit souvent amorphe, votre grand frère Boao qui parle souvent, mais sans faire quelque chose. Or là, une dame s'est levée, et c'est toute l'opposition qui était derrière elle, et vous avez vu quand même les salves de félicitations sur le plan international, notamment ici au sein de la diaspora. Je vous vois sourire, je pense que cette fois-ci, vous serez au moins sincère pour dire merci Madame Mounari, parce que vous nous avez donné un grand moment de politique. Vous savez, je ne juge pas les gens sur une seule action. Une seule action, aussi grandiose soit-elle. Oui. Cependant, je reconnais qu'une seule action, même minime, peut changer le cours de l'histoire. Merci pour Madame Mounari. Ça, je le dis. Mais je persiste et je signe que Madame Mounari ne me paraît pas être une femme politique au sens noble du terme. Je le dis, elle manque de talent politique. Et pour cause, je reviens à sa bourde sur RFI. Mais Bédel Baouna, elle a réparé la bourde. Voilà, bon, voilà. Donc là, ça c'était une réparation. Oui. Mais cette réparation ne doit pas être une ligne d'arrivée, mais un point de départ. Comme cette opposition-là, incarnée par votre chère sœur, Madame Mounari. Une grande sœur. Une grande sœur, ok, d'accord. Oui. Et incarnée aussi par mon grand frère, Charles Zakari Boao. Voilà, donc nous avons tous les deux par un père, Kim Foussia. Oui. D'accord. Cette opposition-là a marché. Mais vous oubliez votre oncle Clément Merassa, Bédel Baouna. Lui, c'est le grand monsieur de l'opposition, normalement. C'est l'homme intègre de l'opposition qui ne gesticule pas. C'est un homme politique, monsieur Clément Merassa, je te salue.
Voilà. Mais je ne suis pas ce que vous pourriez croire. Mais, ce que je voulais dire, est-ce que l'opposition a-t-elle le choix, en fait? Et là, nous pouvons passer à l'analyse. Pourquoi l'opposition a-t-elle marché? C'est parce qu'elle n'existe plus ou c'est parce qu'elle n'existe pas? Mais vous avez toujours demandé des actes de bravoure, vous avez toujours dit ici. Mais cet acte ne doit pas être un éclair. Ce doit être un feu qui embrase le Congo. Vous avez écouté. Comme les feux qui embrasent les forêts du sud de la France ou le Portugal. Vous avez suivi donc ils doivent multiplier pour maintenir la pression. S'ils ont eu le courage de manifester sans autorisation de la préfecture, je le répète, extraordinaire dans un pays où les milices. D'ailleurs, le médaillé de la divagation, Thierry Mungala, l'Arnolf Thierry Mungala, l'éternel cocufié du gouvernement, puisque je vous signale qu'il a été viré de la liste du PCT, cocufié par cette fois-ci non pas Pierre Mariala, mais par Clément, il était candidat. J'ai la pré-liste des candidats du PCT, son nom y figure. Donc je vous le dis, que je suis journaliste. Donc je m'informe, j'appelle, je reçois tout. Cher ami, ça fait d'ailleurs bondir M. Mungala, d'ailleurs, en disant que oui, la préfecture n'a pas reçu de demande d'autorisation. Donc cet acte politique, enfin, posé par Mme Mounari et ses amis de l'opposition, doit être continué. Mais depuis cet acte, ils se sont tués. Ils sont battus, mais vous l'avez suivi sur Zena TV, Mme Mounari. Mais c'était en réaction à la marche organisée à Brazzaville. Bon, maintenant, depuis lors, quelle a été la suite de leur action? Bon, on me dira que oui, cet acte qui a été immensément performatif, ils sont passés des énoncés constatatifs à la performativité. D'accord, je suis d'accord avec eux, j'en conviens, mais quand on allume un feu, il faut l'entretenir. Vous allumez, vous éteignez. La pression, c'est au quotidien. Ils n'ont plus rien à perdre déjà. La majorité ont plus de 60 ans. Donc, si ce sont un tant soit peu des hommes d'État ou des hommes politiques, ils doivent aller au front au quotidien. C'est ça qu'on attend des hommes et des femmes de l'opposition congolaise. Pour éclipser en même temps l'opposition farfelue incarnée par votre ami Guy Brice Parfait Kolela et Marie Mpouele et les Tati Madiala, et éclipser l'autre opposition incarnée par le syndicat des vieillards, Mathias Nzor et les Mukwege. S'il y a plusieurs oppositions. Donc, mais oui, par cette maison de retraite incarnée par justement les Mathias Nzor et les Mukwege, les Itadi. Donc, voilà là où nous en sommes. Donc, l'opposition incarnée par les Mounari doivent aller au front au quotidien. Au quotidien, ils ne doivent pas avoir peur. Moi, j'attends de ces hommes et ces femmes une constance. Surtout de cette femme. Une présence constante et forte. Voilà. Et on ne chassera la mafia congolaise du Congo que par une présence, par des fortes personnalités. Et non par, comment dirais-je, par des actions sporadiques et épisodiques, et ici ou là, et voilà. Et alimentées par leurs amis de Facebook, éparpillés à travers le monde. Oui, il y a de vrais sujets. Hein? Ils doivent même aller manifester devant le CHU, parce qu'il est devenu un mouroir. Alors, quand vous parlez du CHU, vous savez que sa grande patronne, Mme Gisèle Ambiro, est aussi sortie de sa réserve. Ils ont des mots dont vous n'avez plus le privilège aujourd'hui. Non, pas du tout. Durs. Bah, écoutez, les gens vous connaissent aujourd'hui de dire les choses, mais là, vous avez une concurrente, une célèbre femme, puisque là, on a vu Mme Mounari qui vous a quand même épaté du fait de cette sortie. Maintenant, Mme Ambiro, vous épatera aussi, puisqu'elle utilise les mêmes mots que vous, voire en mieux. Elle parle d'Edel Baona, qui est donc la patronne du CHU de Brazzaville, Mme Ambiro, qui est la grande directrice. Alors, elle utilise cette phrase qui a quand même surpris beaucoup de personnes, notamment dans un grand quotidien que vous admirez beaucoup, les dépêches de Brazzaville, de votre ami, M. Pigas, Edel Baona. Elle fait face, Mme Ambiro, à l'adversité féroce d'un grand réseau mafieux établi au sein de l'hôpital
général à l'époque, désormais CHU. Alors évidemment, vous voyez quand même que là, ce sont des termes qu'on attend très peu de la bouche des officiels congolais. Or là, cette femme peut aussi, comme Madame Mounari, avoir votre satisfecit pour cette sortie Bédel Baronal. Je dis bravo à cette dame. Comme vous l'avez dit pour Madame Mounari. Pour son constat. Oui. Maintenant, où est l'analyse? L'analyse serait l'adversité, mais elle fait du chaos du CHU du Congo-Brazzaville une affaire personnelle, oui. Privée. Elle se dit victime d'une adversité féroce. C'est son analyse à elle. D'un grand réseau mafieux. Un élément d'analyse, oui. Certes, mais pas une analyse complète. Et d'ailleurs, ce sont les Dépêches de Brazzaville, quotidien ô combien proche du pouvoir, qui l'annoncent d'ailleurs dans l'article que vous citez, et j'aime bien cette phrase, qu'aujourd'hui, l'hôpital, le CHU, serait beaucoup plus malade que les patients qui y meurent. Quelle ironie, quelle belle phrase, quelle merveille, quelle perle journalistique, oui, bravo, enfin aux Dépêches de Brazzaville. Vous avez souhaité trier ici. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'écris, ce sont les Dépêches. Oui, oui. Oui, qui l'ont écrit hier samedi. C'est pas moi, je l'ai lu, vous l'avez lu. Bravo. Franchement, si cette dame peut prendre la tête de la révolte au CHU, ce serait déjà aussi, comme disait l'autre sur TF1, que du bonheur. Vous savez, plus la lutte est multiforme, plus on a de grands et de beaux résultats. Parce que tels que nous sommes partis, chaque Congolais digne de ce nom, parce que le Congo n'appartient pas seulement aux mafieux. Quelle annexe cette dame? Le Congo appartient à tout le monde. Moi, si vous me demandez aujourd'hui, vous me posez la question de savoir, j'ai choisi quoi entre ma famille biologique et le Congo? Sans détour, sans emphase et sans embâche, je dirais que j'ai choisi le Congo. Je n'appartiens pas à ma famille biologique. Non, j'appartiens au Congo, à l'abstraction, et non au concret. Cher ami, donc cette dame, je crois que c'est réveillé en elle, sa fibre patriotique, elle a été obligée de dénoncer. J'espère, en tout cas, du moins, j'espère qu'elle n'est pas seulement excédée par l'adversité qui est en face d'elle. En tout cas, si tel est le cas, ce serait un combat tronqué. Mais là, elle a employé des mots durs, une métaphore, une catachèse forte, puissante. Bravo à elle. Donc il faut l'encourager. Le CHU n'existe plus. C'est un mouroir. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Dépêches. Que l'hôpital serait beaucoup plus malade que les patients eux-mêmes, finalement, qui y meurent. Donc c'est que c'est la fin. C'est une façon de dire que le CHU du Congo-Brazzaville est mort. Comme vous avez souvent voulu raser les églises de réveil, est-ce qu'il faut raser le CHU mais il faut raser tout ça. Mais il faut raser le CHU de Brazzaville, il faut raser les églises de réveil au Congo, il faut raser les écoles privées, il faut raser les vendeurs de tissage, il faut raser les vendeurs de Carolite qui permettent à M. Sassou de se camoufler, de vivre dans l'abstraction. Oui, cher ami, on est dans l'abstraction totale. Là, avec M. Sassou. Donc, je crois que c'est l'occasion de mener ce combat. Et, si vous le permettez, vous m'avez posé la question dans le dernier décryptage qui renvoyait en fait en quelque sorte à la communication. Cher ami, la communication. Là, la dame du CHU, elle prend l'initiative de communiquer. C'est ce que devraient faire aussi les opposants. Et c'est ce que devrait faire aussi M. Sassou. Puisque pour lui, il n'y a pas de crise dans le pool. Dixit, M. Sassou, ce n'est pas moi qui emploie. Mais le problème chez M. Sassou, c'est que c'est le primate accordé à l'irraison, à l'irrationnel, au fétiche. Oui, chez M. Sassou. Chez Sassou, la volonté même, au sens de la généalogie de Nietzsche ou de la psychanalyse de Freud est ramenée à la portion congrue. M. Sassou ne peut départager la guerre Nyangambwala Jidéo, ou M. Sassou ne peut résoudre le chaos du CHU que si les fétiches lui ont donné une réponse claire. Mais il arrive à un moment aussi où les fétiches se fâchent, où les fétiches se fatiguent. Ils ne répondent plus présent. Donc c'est le moment pour l'opposition congolaise
de s'engouffrer dans cette brèche, quelle qu'elle soit. Cette dame, Madame Gisèle Gabriel, est déjà une opposante. Oui, cher ami. Et voilà. Pendant ce temps, M. Sassou Bunke-Rizé attend le langage de fétiche, qui ne viendra jamais, cher ami. Bédel Baona, je pense aussi qu'il y aura des hommes et des femmes qui n'auront pas besoin de fétiche pour être élus. On va aborder cette question des législatives. Bédel Baona, vous avez déjà titré que c'est la portion congrue qui court en fait vers cette élection. On ne voit personne. Est-ce que finalement votre grand frère Mboulou, qui était à Kinkala, en train de tourner un peu, est en train de faire l'état des lieux afin de nous annoncer demain que des élections vont être reportées? Non, pour Mboulou, les élections auront bien lieu. Mais même avec combien de candidats? Mais même s'il n'y a que 60 candidats. Déjà, j'ai été estomaqué, effaré d'apprendre que l'UPADS, par exemple, ne présentait que 43 candidats, alors qu'il y a 151 circonscriptions. Cela signifie que l'UPADS n'aspire pas à diriger. Parce que le gouvernement découle de la majorité parlementaire. Donc, si l'UPADS ne présente que 43 députés... Sur combien exactement? Déjà, enfin, pour avoir mais il y a 151 circonscriptions, donc la majorité, c'est 76 ou 77. Ça, c'est la majorité élue. Oui. Mais là, l'UPADS présente 43 candidats. Et on peut considérer qu'il y aura 7 ou 6 élus. Oui. Donc, ils sont conscients. Donc il laisse la part à l'UPCT en fait. Au PCT, mais le PCT aussi a-t-il, lequel parti a choisi, ou laquelle secte a choisi 120 candidats, je crois, investi, n'a pas déposé tous les dossiers. Puisque j'ai eu la direction générale des affaires électorales la semaine écoulée, on m'a bien signifié qu'il n'y avait que entre 90 et 62 dossiers. Et encore, ils ne sont pas tous étudiés. Il faut qu'ils soient valables. Il ne s'agit pas de déposer son acte de naissance ou bien les 1 500 000 pour être valide. Donc, on peut estimer qu'il n'y aura pas d'élection. Donc, sinon, il y aura des circonscriptions où il n'y aura pas de candidats. Parce qu'il y a 151 circonscriptions, mais il y a moins de 100 dossiers. Et la date limite de dépôt de candidature est dépassée. Elle a même été prorogée, c'était le 10 juin, samedi, donc il y a 8 jours. Et elle a été prorogée jusqu'au mardi 13. Jusqu'à présent, rien. Quand je téléphone, moi-même j'ai pris mon téléphone pour téléphoner, pour en savoir davantage, à la Direction Générale des Affaires Électorales, on m'a bien signifié, oui, c'est exact, on n'a pas plus de 100 dossiers. Dans ce cas, que va-t-il se passer? Une circonscription qui est là, qui traîne. Alors, Bédel Baona, quand on connaît le mouvement... Excepté celle de Kinkala, où postule l'une des filles du gourou. Et c'est cette circonscription-là que M. Mboulou a visitée, en le cachant. Mais c'était là une façon aussi, soit dit en passant, accessoirement, de montrer qu'il communique. Donc, que dans le pôle, il n'y a pas de crise, donc il y est allé. Il est allé à Kinkala, bien gardé par une armada de miliciens jusqu'au don. Voilà ce Kinkala, parce que c'est la circonscription de la fille de. Et de votre grand frère aussi, puisque mais Kolela, on apprend qu'il ne sera plus candidat dans le pôle, il sera candidat à Brazzaville. Et ce sera là une lâcheté d'ailleurs, qui sera l'objet de notre prochain décryptage. En attendant le prochain décryptage. Nous n'allons pas anticiper, puisqu'il faut avoir tous les éléments. Ben voilà, les tenants et les aboutissants. Nous aurons ces éléments, Bédel Baona. Ce que je voulais juste comprendre, quand on connaît l'engouement des Congolais pour la chose politique, quand on sait que certains y vont pour se remplir le ventre, pour se remplir les poches, Bédel Baona, comment peut-on expliquer qu'il n'y ait pas autant d'enthousiasme alors que ce sont deux élections combinées, législatives et locales, qui auront lieu le même jour? Mais, cher ami, un seul élément d'analyse crédible et pertinent, c'est le montant exigé. De frais, il ne s'agit même pas d'une caution, mais de frais de participation, qui s'élève à 1 500 000 francs CFA pour les législatives et 500 000 francs CFA pour les locales. Il faut les donner, non remboursables. Alors, dans l'état actuel du Congo-Brazzaville, quelqu'un peut-il se permettre d'aller payer 1 500 000 pour une élection dont il sait d'avance qu'il ne passera pas, par exemple, que Sassou va nommer un député à sa place? Et ceci explique cela. Un seul élément d'analyse. Et moi, je dirais aussi, tant mieux. D'ailleurs, j'eusse été le ministre de l'Intérieur, j'aurais même demandé 4 millions, 5 millions de frais de participation pour décourager les candidatures, toutes les candidatures farfelues. Parce que ce qui gangrène
Le Congo, c'est ce poison qu'on appelle la classe politique. Tout le monde au Congo est politique. Il suffit de créer une page Facebook pour devenir politique. Même les fœtus, même les fleurs, les mouches sont devenus des hommes politiques. Tout le monde fait la politique. On n'a pas de philosophe au Congo. Il n'y a pas d'intellectuel, à l'exception des trois dont je parle ici, Bowawo, et puis le communicant Alain Mabankou. Enfin, je dis communicant parce que même quand il est enrhumé, il communique, même quand il va chez le coiffeur. Et puis aussi l'autre, Emmanuel de Dongala, à part qui écrit sur la violence du poule, qui réfléchit à cette carence, pourquoi c'est un mouvement pour la facilité, justement, face à la porie du sans-issue. Il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de physicien, il n'y a pas de chercheur. Il n'y a pas. Il n'y a que des inimitiés dans le gouvernement. J'ai discuté avec un ministre récemment, la semaine dernière, c'est des inimitiés. Que des inimitiés. Donc voilà, chers amis. Donc, je crois qu'il faut décourager les politiciens farfelus. Ceux qui s'improvisent hommes politiques. Non. Et moi, j'aurais mis 5 millions de francs CFA comme frais de participation. Et pour qu'il n'y ait pas d'élection, parce que cette élection n'a aucun sens. Elle n'aura aucun sens tout en sachant que l'on tue dans le pool. Et là, je m'inscris dans la continuité de ce qu'est venu dire notre ami commun ici sur le plateau, Jackson Babingi. Cher ami. Voilà, Bédiel Barouna, on va se quitter avec cette allusion à Jackson Babingi. Merci, Bédiel Barouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Claudia Mankou pour la réalisation. Merci à toute l'équipe. Noko Kumunga Koso toujours, à qui nous faisons un grand coucou. Merci aussi à Doris Kamozenze et à vous tous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.